Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à la notion de service et de point de contact. C'est une vidéo qui va être un peu longue, mais les autres seront plus courtes, c'est promis. Elle se fera en deux temps. Un premier temps de définition de la notion de service et un deuxième temps où on va explorer les conséquences de cette définition pour la conception, pour le design de services publics. Alors, la définition. D'un point de vue théorique, et selon Jean Gadret, on peut dire que l'achat d'un service par un agent économique B, qui soit un individu ou une organisation, c'est l'achat à une organisation A du droit d'usage d'une capacité socio-technique pour produire des effets utiles sur B ou sur des éléments et des biens qu'il possède. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a 4 points importants. Premièrement, le service est une relation entre A et B. Deuxièmement, cette relation repose sur la mobilisation d'une capacité socio-technique, et on va regarder ce que c'est. Troisièmement, on obtient de cette capacité socio-technique un droit d'usage qui peut prendre plusieurs formes qu'on va regarder. Et quatrièmement, on produit donc des effets utiles pour B qui utilise ce droit d'usage. Premier point, le service est donc une relation entre A et B. Dans un service public et un dispositif d'action publique, A va donc être l'acteur public, les institutions, les administrations centrales, locales, territoriales et leurs agents. B va être l'usager bénéficiaire, qu'on appelle le citoyen, l'utilisateur, le public cible ou l'usager. Du point de vue du design de service, on va donc se demander qui est en interaction, qui sont les utilisateurs, bénéficiaires, citoyens, et qui sont les acteurs et les institutions qui portent le service. Deuxième point, le service repose sur la mobilisation d'une capacité socio-technique. Une capacité socio-technique, c'est donc un agencement, une organisation de gens qui ont des compétences et qui ont des individualités et des personnalités, et de choses, des dispositifs matériels, socio-techniques, pour produire les effets escomptés, et donc ces effets escomptés sont le déploiement du service. Du point de vue des services publics, la capacité socio-technique, c'est donc l'ensemble des ressources financières, matérielles, opérationnelles, techniques, mais aussi des humains et des humaines qui sont mobilisés pour mener à bien le service. Du point de vue du design de service public, on va donc devoir, dans un projet, se demander quelle est la capacité socio-technique, quelles sont les ressources, quels sont les éléments et comment les organiser pour produire un service. Troisième point, on obtient donc un droit d'usage de cette capacité socio-technique lorsqu'on achète, lorsqu'on utilise un service. On reviendra dans un instant sur ce qu'est la notion de droit d'usage, mais là, on va regarder ensemble quelle forme ça prend, ce droit d'usage. On identifie généralement 3 formes. Première forme, la logique d'intervention. B, le bénéficiaire, demande à A, l'acteur public ou privé, d'utiliser sa capacité socio-technique pour intervenir sur B ou sur ses possessions. Exemple, un coiffeur. Un coiffeur qui utilise son local, le salon, son matériel et lui-même ou elle-même, c'est-à-dire son corps et ses compétences pour réaliser sur vous une coupe de cheveux. Même mécanisme dans un garage, même mécanisme pour un taxi qui utilise son véhicule et sa capacité et son corps pour conduire, pour vous déplacer d'un point A à un point B. Exemple public, un hôpital qui va mobiliser ses locaux, ses machines et son équipes administratives et soignantes pour prodiguer des soins. Deuxième logique, une logique de mise à disposition. B peut accéder à la capacité socio-technique de A selon des conditions prédéterminées. Exemple privé, une laverie qui met à disposition un local, des machines à laver et à sécher accessibles selon un paiement par abonnement ou par tarif. Google qui met à disposition ses algorithmes, ses serveurs et sa connaissance pour permettre d'effectuer des recherches. Exemple public, un musée par exemple qui va ouvrir ses portes, donc son lieu, pour exposer des galeries et de l'art et vous permettre d'accéder à ses œuvres. Troisième logique, une logique de représentation humaine. A, le porteur de projet, et B, le bénéficiaire, se rendent en même temps dans un même lieu pour y vivre une expérience spécifique, une interaction sociale spécifique, qui est de l'ordre de la représentation humaine. On peut donner ici comme exemple
un exemple privé qui pourrait être Disneyland ou un parc d'attractions, qui mobilise donc son espace, ses employés, ses créatures, ses animaux aussi, pour faire vivre une expérience singulière. C'est l'objet même du service que de faire vivre une expérience singulière, d'être transcendé par l'expérience du parc d'attractions. Quand on va plutôt dans des exemples privés ou publics aussi, on va aussi regarder des exemples comme le théâtre. Ou bien la formation, donc là on va être vraiment plutôt dans le domaine public, bien qu'il y ait des formations privées, ou si on prend le cas de l'école ou de l'université, élèves, étudiants et professeurs se retrouvent dans un même espace, utilisent les espaces de l'université, de l'école, le mobilier, les tableaux et la présence des enseignants et des enseignantes pour délivrer une expérience qui est celle de l'apprentissage. Bien sûr, on vient de voir que ces trois logiques sont archétypales. Il s'agit juste pour vous de comprendre bien et d'identifier les mécanismes qui peuvent être à l'œuvre dans le cadre de services et de services publics en particulier. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des définitions qui sont exclusives. On voit bien que ces formes peuvent être complètement complémentaires et à l'interface entre ces différents archétypes. Si on pense à des exemples publics, souvent ces logiques sont mêlées. Si on pense à l'accompagnement, par exemple, des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, on va avoir à la fois la mise à disposition d'un accès, d'une salle, souvent de matériel informatique, une relation, une représentation humaine dans la relation qui est construite entre un conseiller ou une conseillère et un demandeur ou une demandeuse d'emploi. Mais aussi une logique d'intervention lorsque on intervient sur les sujets qui sont liés à la recherche d'emploi par exemple. Du point de vue du design de service, on va donc se demander sur quelle logique va reposer le service public qu'on va imaginer, quelle est la forme de lien, quelle est la forme de mobilisation de la capacité socio-technique que l'on va déployer dans notre projet. Quatrième point de la définition, on fait un service pour produire des effets utiles. On dit que le service, donc, produit des effets utiles pour B, qui est la personne qui achète ou qui vit le service, et donc il fait quelque chose pour le bénéficiaire. Exemple de choses qu'il peut faire pour vous, il peut vous déplacer ou déplacer un objet dans votre possession, si on parle de la poste. Un service, ça peut servir à vous nourrir, si vous allez dans un restaurant, mais aussi à vivre une expérience agréable, déroutante peut-être, mais aussi à garder votre argent, transférer votre argent dans le cas d'un service bancaire. En tous les cas, il faut que votre service rende service, au sens premier du terme, à son utilisateur. Et donc, lorsqu'on est en train de concevoir des services publics, on va se demander à quoi sert mon service ? Qu'est-ce qu'il fait pour les gens ? Qu'est-ce qu'il fait pour mon utilisateur ? Designer un service public, c'est donc se poser ces 4 questions. Qui sont mes utilisateurs et qui sont les institutions porteuses du service ? Quelles capacités socio-techniques, quelles ressources, quels moyens je vais et comment je vais les organiser pour déployer ce service public ? Sur quelle logique je vais déployer mon service public ? Quelle forme de lien je vais créer ? Quelle forme de mobilisation je vais créer ? Et à quoi sert mon service ? Qu'est-ce qu'il fait pour mon utilisateur ? Une fois qu'on a dit ça, ça implique un certain nombre de choses pour le design du service public, et donc il y a 4 conséquences. Première conséquence, le service est une interaction. Deuxième conséquence, l'expérience est au cœur du service, et c'est des choses qu'on va regarder ensemble. Troisième conséquence, la matérialité va être centrale. Et quatrième conséquence, il faut penser non seulement à l'expérience, mais aussi au déploiement dans l'organisation publique. Première conséquence, le service est donc une interaction. On dit d'un service qu'on ne l'achète pas, mais bien qu'on obtient un droit d'usage. Il n'y a donc pas de transfert de propriété lorsque l'on achète, même dans le service marchand, ou que l'on vit un service public. On est bien dans l'exercice d'un droit d'usage. Je me rends dans un endroit, j'obtiens des choses, ou quelqu'un intervient sur mes possessions ou sur moi-même, mais je n'achète pas, je n'ai pas l'objet, le produit à la fin dans les mains.
C'est cette absence de transfert de propriété qui a conduit certains et certaines auteurs ou en général les gens à dire du service qu'il est intangible parce qu'on n'a pas l'objet dans les mains. Le fait que le service constitue par essence cet exercice d'un droit d'usage, d'une capacité socio-technique, conduit à souligner un point majeur, c'est que le service se passe dans l'interaction entre un utilisateur et une capacité socio-technique. C'est cette interaction qu'on appelle généralement l'usage. Et c'est donc dans cet usage, dans un service, le client bénéficiaire participe et est constitutif de l'expérience et de l'exécution du service. Par exemple, quand on se rend dans une laverie, l'utilisateur se rend avec son linge dans le lieu dédié, utilise les machines et les produits, et donc pour le fournisseur de service, il s'agit de s'assurer que les personnes ont bien compris le fonctionnement du service, à la fois pour que les utilisateurs soient satisfaits, mais aussi pour que le service et la capacité socio-technique soient pérennes, les machines restent en bon état, les produits soient bien utilisés, la soie soit propre. Dans un service public, c'est pareil. Lorsqu'on demande à un usager de remplir ou de fournir des papiers, de se rendre dans un lieu ou de réaliser certaines actions, l'usager participe à la réalisation du service. Et donc c'est de cette interaction que va résulter le bon fonctionnement du service public. Le design de service public, c'est donc penser l'interaction entre un utilisateur et une institution avec l'idée centrale que l'utilisateur participe. Deuxième point, l'expérience est au cœur du service. Contrairement à un produit qui peut être produit en amont et contrôlé du point de vue de sa qualité avant sa vente, son achat, il peut être même repris, échangé, remboursé s'il y a un problème quelconque. Le service, au contraire, c'est quelque chose qui se vit et qui ne peut être repris jamais. On dit donc d'un service que sa consommation et sa production sont simultanées. On ne peut acheter un service que lorsqu'il est exécuté. Par exemple, si vous allez dans un café et que le serveur est désagréable, que votre commande est mal prise, qu'on vous renverse le café sur les genoux, que la bouffe est mauvaise, eh bien vous ne reviendrez jamais dans l'établissement. Même si vous revenez et que cette expérience est différente, vous ne pourrez jamais rendre votre expérience et échanger, oublier votre première expérience du service. Donc, du point de vue de l'utilisateur, l'expérience, c'est le service. C'est donc critique de la penser, de la dessiner, de l'orchestrer pour que tous les éléments se passent au bon moment pour délivrer la bonne expérience. C'est d'autant plus critique dans le domaine public où les utilisateurs sont captifs, ne peuvent pas aller voir la concurrence, on n'est pas sur un marché, mais de plus en plus, il y a des études qui le montrent, des services, des dispositifs qui seraient accessibles à des publics, beaucoup de publics ne s'y rendent pas et donc font l'objet de ce qu'on appelle un non-recours. On pourrait avoir recours à des services publics, à des aides, et on ne le fait pas parce que l'expérience est trop compliquée. L'expérience est stigmatisante, l'expérience est trop complexe. Le service existe en soi, ses effets sont potentiellement productibles, mais l'expérience ne l'est pas. Or, du point de vue de l'utilisateur, l'expérience et le service sont indissociables. Troisième point, on va s'intéresser de façon importante à la matérialité. En effet, on dit du service qu'il produit donc des effets utiles pour ses utilisateurs. Or, ces effets sont parfois difficiles à percevoir. Imaginez le cas d'une assurance vie. C'est difficile de comprendre comment ça fonctionne, quels vont être ses effets, est-ce qu'ils sont bien en cours. Imaginez le cas d'une formation. Une formation, c'est difficile de comprendre les effets utiles que ça a sur nous, ce qu'on a appris, ce qu'on est capable de faire. Et donc, on va essayer de réfléchir ensemble, quand on est en design de service public, aux objets, aux éléments qui permettent de matérialiser à la fois les effets des services et leur bonne exécution. Vous avez peut-être déjà vu dans des hôtels des hommes et des femmes de ménage laisser la chambre après leur passage avec des gobelets enrobés dans des sacs en plastique ou un petit marqueur autocollant avec le logo de l'hôtel par exemple sur le rouleau de papier toilette. Ces objets-là ont pour intérêt, ont pour vocation de signifier le passage et de signifier que le service a bien été rendu. Pourquoi ? Parce que le ménage, c'est difficile
à matérialiser, surtout dans un espace qui est a priori déjà assez propre. Et donc ces marqueurs-là vont montrer que le service a bien eu lieu et que le service a bien produit ses effets. C'est la même chose dans le cas d'une formation, où souvent les profs vous laissent des cours, vous laissent les supports de cours, à la fois pour vous permettre de revenir dessus, mais aussi pour matérialiser tout ce que vous avez déjà appris. On appelle ces marqueurs-là, concrets, des points de contact. Et ces points de contact sont une notion centrale dans le design de service et dans le design du service public. Les points de contact désignent tous les objets, les personnes et les lieux qu'une utilisatrice ou un utilisateur rencontre pendant un service et qui jouent le rôle critique de vérifier l'existence du service ou sa réalisation. Ces points de contact constituent l'expérience du service. On peut donc distinguer 5 types de points de contact. Premier type, les espaces, une agence, un guichet, un bureau de poste. Deuxième type, les objets, par exemple une borne, un objet connecté, un meuble. Troisième type, les imprimés, et il y en a beaucoup dans le design du service public, des formulaires, des affiches, des flyers, des tickets. Quatrième type, des interfaces numériques, donc des applications mobiles, des sites internet. Et cinquième type, des personnes. Par exemple, un conseiller ou une conseillère Pôle emploi, un travailleur ou une travailleuse sociale. Tous ces 5 éléments sont des points de contact et ce sont eux qui sont structurés dans le temps, chronologiquement, dans le cadre d'une expérience de service. Ce sont ces objets qu'on va chercher à matérialiser et à prototyper dans le cadre de votre démarche de projet. Si on prend l'exemple de Vélib pour expliciter que le système de ces points de contact constitue l'expérience, Vélib, l'expérience de l'utilisateur est constituée donc de la rencontre avec le vélo et de son système d'attache qu'on va donc déclipper pour louer, des bornes qui régulent le système de réservation et à l'intérieur de ces bornes, eh bien, l'interface numérique qui permet de réserver et de payer, la carte Navigo qui permet aussi de réserver ou en tout cas de prendre un vélo à partir de la borne, le site internet ou l'application mobile qui permet de comprendre s'il reste des vélos à la location disponible ou s'il reste des places de stationnement possibles pour ranger son vélo, mais aussi le personnel de maintenance qui est chargé de collecter les vélos endommagés ou de rééquilibrer le nombre de vélos d'une borne à l'autre et qui sont reconnaissables à leur camion et à leur uniforme JC2Co. Tous ces éléments doivent être organisés de façon cohérente et fluide pour permettre au service d'être bien exécuté et de vivre une expérience fluide, fonctionnelle, voire agréable. Si on prend l'exemple de Pôle emploi et de son service d'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'expérience des utilisateurs repose aussi sur l'articulation de plusieurs points de contact. Un espace, l'agence Pôle emploi, dans lequel on peut utiliser notamment des bornes pour prendre rendez-vous, pour obtenir des informations, pour naviguer sur internet, éventuellement postuler à des emplois. Rencontrer un conseiller ou une conseillère. Aussi, on a accès à distance depuis chez soi ou depuis les lieux qu'on souhaite au site et à l'application mobile pour accéder à différentes informations, gérer son compte, prendre rendez-vous. Mais aussi, on a beaucoup de formulaires donc, dans le design du service public qui vont être très présents pour renseigner un certain nombre d'informations, justifier d'une situation, etc. Il faut, encore une fois, que tous ces objets soient pensés en système pour qu'ils se répondent de façon cohérente et fluide. Si vous avez un site internet qui dit quelque chose et une personne qui dit une autre chose, vous vous rendez compte qu'il va y avoir des tensions. Et donc il faut bien que tout cela soit pensé de façon cohérente. Le design de service public, c'est donc imaginer une expérience pour un utilisateur et la matérialiser dans un système de points de contact. Ces points de contact vont être les éléments qu'on va vous demander de prototyper dans le cadre de votre démarche. Quatrième conséquence de la notion de service pour sa conception, pour le design du service public, bien sûr, il faut plus qu'une expérience utilisateur pour qu'un service fonctionne. Il y a toutes les personnes et les moyens qui doivent être organisés, donc la capacité socio-technique qui doit être organisée pour que cette expérience se déploie. Et il faut donc que ce système, cette capacité socio-technique, soit pérenne, stable, et on dit souvent
qu'il faut que le système soit faisable du point de vue des personnes qui vont le réaliser, les agents, du point de vue des moyens qu'il faut mobiliser, des ressources économiques, techniques et matérielles. On distingue donc en design de service public deux couches, deux dimensions. Une première dimension qui est ce que voit, ce que touche, ce qu'entend l'utilisateur du service, donc son expérience. On appelle ça parfois le front office ou le front stage. Et donc c'est le système de points de contact dont on vient de parler. L'expérience de l'utilisateur, c'est l'agencement, l'organisation d'un système de points de contact. Deuxième couche, si on peut dire, il y a tout ce que ne voit pas l'utilisateur, ce que ne perçoit pas l'utilisateur, mais qui est absolument nécessaire au fonctionnement du service, et on appelle ça le back office ou le backstage. Il s'agit donc, en design de service public, d'articuler toujours ces deux niveaux pour déployer un service qui soit à la fois pertinent, agréable, utile, mais aussi fonctionnel, viable, faisable pour l'organisation qui le porte. De ce point de vue-là, l'approche par le design opère un renversement symbolique, en mettant au centre de la conception et au départ du projet de design de service public l'utilisateur, le point de vue de l'utilisateur, l'expérience de l'utilisateur et sa relation avec les agents, et non pas le prisme de l'administration. On prend bien évidemment soin, on n'est pas déconnecté, on prend bien évidemment soin d'assurer la faisabilité humaine, technique, économique et sociale du service pour l'organisation publique qui le porte, mais on va le faire depuis le prisme initial, le moteur de la conception, c'est effectivement le point de vue des utilisateurs. Dans un premier temps, dans votre projet, qui est vraiment caractéristique de cette démarche de design de service public, on va vous demander de vous concentrer sur l'expérience utilisateur, le front office, le système de points de contact, et donc de concevoir cette expérience. Puis, dans un deuxième temps, on va confronter ces premières hypothèses sur le service à la faisabilité réelle, organisationnelle, à la fois auprès des utilisateurs et auprès des agents, mais aussi vis-à-vis des contraintes organisationnelles, structurelles et économiques. Conclusion. Voilà les enjeux principaux que vous devez avoir en tête pour votre projet donc, de design de service public. Vous allez avoir à accompagner une organisation publique à proposer de nouveaux services publics et donc à imaginer pour cela à la fois l'expérience des utilisateurs, c'est-à-dire le système de points de contact et la façon de le déployer dans l'organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à solliciter vos coachs ou à vous connecter à l'une des séquences de questions-réponses qui va être prévue, ou bien encore à nous contacter par mail. L'ensemble des ressources, des citations, des liens vers les autres vidéos est inclus dans la description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.